Est-ce que le président Tshisekedi mérite-t-il un second mandat au rigueur des 4 ans, jour pour jour, totalisé à la tête de la nation congolaise? Qu'est-ce qu'il a fait des grands dans ces pays? Est-ce que Kabila doit-il revenir ou bien donner la tête de ces pays entre les mains d'un entrepreneur? C'est toutes ces questions qui feront la une de cet entretien qui reçoit pour vous Alain Daniel Shekomba. Il était, pour un petit rappel, candidat à l'élection présidentielle en 2018. Tenez bon, il est également acteur politique, mais aussi un grand entrepreneur de la place. Bonjour. Bonjour. En forme? Oui, très bien, comme vous me voyez. Candidat président à l'élection 2018, vous avez raté la chance de diriger ces pays. Je pense que tout arrive pour une raison. Je suis arrivé comme candidat, comme je l'avais dit en 2018 quand j'étais arrivé, ce qui est important, c'est la stabilité politique et la rationalité dans la gestion de la chose publique. Et je pense que c'est une bonne chose où on est aujourd'hui. Mais ça aurait été un changement d'avoir un entrepreneur diriger ces pays, d'autant plus que la RDC a connu la plupart des gens qui nous ont dirigés, ce sont des politiques. Vous savez, ça dépend de ce qu'on appelle politique. Je fais quelques études de sciences politiques. Maintenant, comme je dis, je suis en train de faire une thèse de doctorat en sciences politiques et je vais coter des philosophes importants dans la façon de voir le monde. Il y a Aristote qui disait toujours que la politique doit être altruiste. Ça veut dire la politique se base sur l'altruisme de loi. Tout le monde doit être égal devant la loi. Mais Adam Smith disait l'économie est soutenue par l'égoïsme de chacun. Ça veut dire que nous avons l'État qui a des lois altruistes et nous avons le marché qui a une loi égoïste. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'un entrepreneur sera un bon politicien alors qu'il est habitué au profit égoïste du marché? Saura-t-il s'adapter aux lois altruistes qui favorisent la sécurité collective au lieu d'appliquer l'égoïsme qui favorise le profit individuel? Ça, c'est une question. Mais je me dis, on avait vu Donald Trump aux États-Unis. C'est un bon entrepreneur, il a fait beaucoup d'argent, mais il a été un piètre politicien parce qu'il a continué à réfléchir sur comment faire le profit sur les dos des États-Unis, alors que la préoccupation de l'État d'abord, c'est la sécurité collective et le bien-être de tout le monde. Cette explication, c'est un découragement aux entrepreneurs qui voudraient, qui rêvent les ambitions de gérer ces pays un jour? Bon, le problème, ce n'est pas un découragement, mais ils doivent se rendre compte que c'est des choses différentes. Nous avons l'État. Quand on est politicien, ça veut dire qu'on vise à gérer l'État. On vise à mettre en place des lois qui assurent la sécurité collective et le bien collectif. Quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'on vise à être important sur le marché. Et pour être important sur le marché, c'est Adam Smith qui l'a dit, ce n'est pas moi. La loi, c'est l'égoïsme de chacun. Parce qu'en fait, tout le monde veut avoir plus de profit. Alors, quand est-ce qu'on peut porter le chapeau de l'homme d'affaires et quand est-ce qu'on peut porter les chapeaux, comment dirais-je, du politicien? Il faut savoir faire la différence entre ces deux choses. Moi-même, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, écoutez, j'ai grandi dans un environnement du marché où je suis en train de me battre pour pouvoir fructifier les profits de mes entreprises ou, comment dirais-je, des associés qui investissent dans mes entreprises. Est-ce que je serai un bon politicien? Alors je me suis dit finalement, il serait mieux que je reste dans ce que je sais faire le mieux. Voilà. Alors très bien, nous allons parler de la gestion du pays. 4 ans où le président Tshisekedi est toujours président de la République, ça fait 4 ans qu'il est là. Il y a l'opposition qui estime que c'est vrai, le budget a triplé, mais le pouvoir d'achat est toujours effrité. Et vous, récemment, vous avez dit que le président Tshisekedi a un bilan qui est largement positif. C'était un peu de trop, cette explication de votre part. Non, je ne pense pas. Comme je le répète encore, il faut voir. Chaque événement est observé par plusieurs angles. Ok. On peut dire, si on regarde dans quelles conditions le président Tshisekedi avait pris le pouvoir, moi, personnellement, je sais que
on sortait d'une élection où il y avait beaucoup de tensions, où les gens craignaient qu'il peut y avoir une guerre civile, n'est-ce pas? Le pays était au bord de la guerre civile et donc, comme je dis, comme entrepreneur et gestionnaire de plusieurs entreprises, nous avons toujours l'habitude de faire ce qu'on appelle la liste des priorités, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas prendre de l'argent de la société pour acheter une voiture si je n'ai pas encore payé les fonctions, si je n'ai pas encore payé mes agents. Ça veut dire que les priorités, je ne peux pas inverser les priorités. Prenons par exemple dans un État, comme je dis, c'est la sécurité collective et c'est le bien collectif. Et la sécurité collective passe par quoi? La sécurité collective passe d'abord par la stabilité politique. Ok? S'il n'y a pas la stabilité politique, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de sécurité collective. Et quand je dis que le bilan du président Tshisekedi est positif, je regarde ça sur l'angle de la sécurité collective, donc de la stabilité politique. D'un pays où on était au bord de la crise, où on était au bord de la guerre civile, on est aujourd'hui dans un pays où quand on compte le nombre de manifestations politiques ou les manifestations des rues qui ont eu lieu depuis que le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il n'y a jamais eu aucune manifestation qui a arrêté le fonctionnement de la ville. Ok, ce sont des manifestations localisées qui n'ont pas eu d'impact. Il n'y a pas eu de guerre civile, par exemple, comme les Kamuna Sapu en 2016-2017, ainsi de suite, au centre du Congo. Bon, il y a, moi, personnellement, je regarde les choses de cette façon. Revenons maintenant à l'économie. On dit qu'il n'a pas réussi sur le plan économique, mais comme je l'ai dit dès le départ, il y a l'État, il y a les marchés. L'État s'intéresse à mettre en place des lois qui permettent à ce qu'il y ait une sécurité collective et un bien-être commun. Alors, les marchés s'occupent à développer sur base de ces lois-là pour pouvoir créer de l'emploi, pour pouvoir créer des richesses. Il faut que les gens qui sont des entrepreneurs profitent, comme je suis en train de dire, comme moi, de cette stabilité politique-là pour pouvoir investir. Vous vous rendez compte? Alors là, il y aura cette coopération entre les marchés et l'État pour le bien-être de tous les Congolais. Voilà. Vous parlez de la stabilité politique, mais la tension sécuritaire à Goma, dans la partie orientale, précisément, ça monte d'un cran. Apparemment, votre logique serait également en déphasage par rapport à ce qui se passe dans la partie Est. Non, pas du tout. C'est vraiment très clair parce qu'en fait, ça montre que les décisions qui avaient été prises à l'époque n'ont pas donné des résultats escomptés. C'est comme si on était en train de mettre, comment dirais-je, le médicament sur une plaie qui faisait que pourrir à l'intérieur. Ok. Quelles étaient les solutions dès l'époque? Chaque fois qu'il y avait des rébellions, il a fallu faire des réconciliations, il a fallu intégrer les rebelles dans l'armée congolaise, n'est-ce pas? Et cette armée, plus on ajoutait le nombre des rebelles, plus cette armée devenait incapable de résoudre le problème de l'Est. Ok. Et donc il a fallu, je pense que le président Tshisekedi a pris une bonne décision de dire, bon, ça suffit avec ces histoires de pouvoir ramener les rebelles dans l'armée congolaise, parce que bon, je ne veux pas parler des étrangers qu'on ramène, mais aussi on ramène des étrangers qui ne travaillent pas pour le Congo, ok? Et plus on augmente le nombre de militaires dans l'armée congolaise, peut-être qu'on n'a pas suffisamment de moyens non plus pour les payer, mais on leur donne des armes, on leur donne des uniformes, et ce sont ces gens qui se transforment encore en rebelles. Je pense qu'aujourd'hui, la décision prise par le président Tshisekedi de ne pas négocier avec le rébellion a démontré la faiblesse des solutions prises à l'époque par le régime passé. Ok? Parce que toutes ces personnes qui ont augmenté le nombre dans l'armée congolaise, la plupart sont en train de faire des défections pour rentrer dans les camps des M23. Et donc, nous disons qu'aujourd'hui, le problème est connu, c'est circonscrit, et que, une fois pour toutes, la plaie sera lavée et les médicaments seront mis pour qu'on arrête avec ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, pousser le gouvernement congolais ou le président Tshisekedi à négocier avec
les soi-disant rebelles, parce qu'ils ne sont pas des rebelles, ce sont des proxys, des mouvements que Kagame utilise, des leviers que Kagame utilise à chaque fois quand il veut déstabiliser la République démocratique du Congo pour piller, pour voler ou pour faire avancer ses propres agendas politiques au Rwanda. Et nous ne pouvons pas penser que ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, c'est une mauvaise gestion de la situation politique ou de la situation sécuritaire à l'est du pays par le président Tshisekedi. On est en train de payer la conséquence des mauvaises décisions, n'est-ce pas, qui ne résolvaient pas le problème, mais qui retardaient, en fait, qui créaient une bombe à retardement. Comme Machiavel disait, je vais le dire encore, qui fait de quelqu'un d'autre fort est en train de courir à sa propre perte. Ça veut dire, à force de retarder, de ne pas attaquer les problèmes par la racine, l'ancien régime était en train de renforcer les positions de Kagame à l'intérieur de notre armée et à l'intérieur de notre pays. On dit, ça suffit. Il est temps d'affronter, de faire la guerre. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais au moins on va nettoyer cette plaie définitivement et on va mettre le produit qu'il faut pour que ça sèche. Alors, quand vous dites que nous payons les conséquences des mauvaises résolutions prises la fois passée quand Tshisekedi n'était pas au pouvoir, c'est une façon de déclarer le président Tshisekedi indemne, comme s'il n'a rien à voir dans ce qui se passe. Et pourtant, c'est lui qui est le patron de la RDC. On estime que le leadership qu'il incarne n'est pas imposant. Je vais peut-être philosopher avant de répondre. Ok. Je peux creuser un trou pendant 18 ans, n'est-ce pas? Avec, comment dirais-je, des tracteurs et consorts. Et puis on me dit, bon voilà, vous avez la responsabilité de pouvoir faire que le véhicule puisse passer sur cette route-là. Et j'ai la bêche avec moi, n'est-ce pas? Et les gens disent, bon, parce que vous avez la responsabilité que les gens puissent passer sur cette route-là, vous devez boucher ces trous beaucoup plus rapidement que le temps qu'on avait pris pour creuser. Quelquefois, il ne faut pas avoir de la mauvaise foi. Ok, je ne dis pas que... il n'a pas sa responsabilité, mais il faut voir quelles sont les décisions prises et comment ces décisions sont exécutées. Comment voulez-vous résoudre un problème qui a toujours, dont la solution a toujours été retardée? Comment voulez-vous résoudre le problème quand chaque fois qu'il y avait des désordres à l'est du pays, on prenait les rebelles et on les incorporait dans l'armée congolaise? Aujourd'hui, cette façon de procéder est considérée comme un droit acquis par ces gens. Et c'est devenu une ruse de leur part. Chaque fois qu'ils veulent atténuer la puissance de notre armée, ils créent une rébellion pour que nous puissions avoir une nouvelle vague de nouvelles personnes dans notre armée qui vont occuper des postes de responsabilité et ça va atténuer notre façon de combattre le Rwanda. Ok. Alors, moi, je fais confiance aux décisions et je vois que les décisions sont bonnes et que leurs applications sont bonnes. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je répète, comme disent le philosophe des sciences politiques, les réformes prennent du temps à donner des résultats qui vont profiter à la majorité, mais ces réformes posent des problèmes directs aux gens qui profitaient, n'est-ce pas, de la situation ancienne. Et quand vous regardez, pour que nous puissions terminer cette guerre à l'est du pays, ce sont des réformes qui vont prendre du temps, mais les gens qui profitaient de cette guerre, les gens qui étaient dans l'ancien pouvoir, n'est-ce pas, qui étaient en train de profiter de tous les avantages, trouvent qu'ils sont bloqués parce qu'ils ne savent plus fournir les armes aux rebelles à partir du Congo, ils ne savent plus fournir la nourriture, les carburants et consorts. C'est normal qu'ils fassent beaucoup de bruit, c'est normal qu'ils puissent dire que bon, rien ne va et consorts, parce que en fait, les réformes qui sont en train d'être mises en place sont en train de leur enlever certaines ressources financières et certaines ressources de puissance et de pouvoir qu'ils possèdent. Très bien, nous pouvons comprendre que les prémices qui ont été posées par le président Kabila n'étaient pas des bonnes prémices, mais le président Tshisekedi qui est au pouvoir, il va adhérer et faire adhérer les gouvernements dans l'EAC. Ici, sur le plan national, il y a la société civile, pour ne pas parler de la CAJ, qui était également contre cette posture du gouvernement. Vous estimez que c'était important que nous puissions adhérer dans l'EAC, mais aussi la force régionale? Ça tire de partout. On dit que cette force, elle est amorphe. Le président Tshisekedi lui-même a été très coriace envers le commandant d'opération de cette force.
Écoutez, personnellement, même sans soutenir le président Tshisekedi, je pense que l'entrée à l'EAC est une très bonne chose pour la République démocratique du Congo. Ok. Tout simplement parce que l'EAC offre ce que la CAC et ce que la SADC n'offre pas. Ça veut dire quoi? Ce sont des organisations régionales de type économique. Ok. Aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas circuler librement avec leurs biens, n'est-ce pas? Et les personnes, que ce soit dans la CAC ou dans la SADC. Alors que quand vous regardez les États, aujourd'hui nous sommes encore observateurs. Bon, peut-être qu'on vient d'adhérer. Mais vous pouvez quitter Tanzanie, Nairobi, tous ces pays de EAC, ils circulent librement avec leurs biens, n'est-ce pas? Et des personnes. Autre chose, il y a 60% de Congolais qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous pensez que ces 60% des Congolais qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo doivent s'approvisionner à partir de Matadi? Ils doivent s'approvisionner à partir de Nairobi, à partir du Kenya, à partir de Tanzanie, n'est-ce pas? Et si nous sommes dans l'EAC, nous sommes en train de profiter de la libre circulation des biens qui favorisent justement l'épanouissement économique des pays de l'Est. Je pense que les gens sont un peu émotionnels ou ils sont en train de dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Et la majorité des gens qui répètent ce genre d'histoire, j'ai entendu même un grand leader congolais dire « Oui, nous sommes de l'Ouest, on n'a rien à voir avec l'Est. » Ok, non, on n'est pas de l'Ouest. 60% des Congolais sont à l'Est du pays. Moi-même, je suis en partie du Maniema. Combien de documents ont circulé pour que les populations de l'Est puissent accepter de se détacher de la République démocratique du Congo parce que les gens de Kinshasa n'ont pas connaissance de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, quand nous disons, et ça n'a rien à voir avec le président Tshisekedi, que l'entrée dans les Eastern African Community est une très bonne chose sur le plan économique, je dis, pour la République démocratique du Congo. N'en déplaise aux gens, ça c'est mon point de vue et je l'assume. Quand les gens sont en train de dire l'armée, comment dirais-je, des Eastern Africa, bon, je ne suis pas militaire, mais si je remarque sur le plan économique, tous ces pays de Eastern Africa Community, qu'est-ce qu'ils sont en train de viser? Ils sont en train de viser les marchés intérieurs de la République démocratique du Congo, qui peut être estimé à 100 millions ou 150 millions de personnes. Ok? Et donc, vous pensez que le pays des Eastern African Community vont soutenir le Rwanda pour continuer à mettre le désordre en République démocratique du Congo, alors que si le Rwanda continue à mettre le désordre en République démocratique du Congo, le Kenya ne saura plus vendre, la Tanzanie ne saura plus vendre, l'Ouganda ne va pas profiter, ainsi de suite. Non, ça ce sont des fables. Ok. Les gens qui pensent, le problème c'est que tout le monde est expert en tout en République démocratique du Congo. Mais quand on regarde, Eastern African Community, ce n'est pas un pays. Et Eastern African Community ne travaille pas pour Kagame. Mais Eastern African Community veut mettre en place un système militaire qui va éviter beaucoup de morts. Parce qu'en fait, ça risque de créer des problèmes dans leur opinion publique. Et vous appuyez ce système militaire? Bah oui, clairement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez? Les gens pensent que Eastern African Community, le militaire de Eastern African Community, exclut les FARDC. Non. Parce qu'en fait, ce sont les militaires officiels de chaque pays faisant partie de Eastern African Community. Donc, il y a les militaires des FARDC qui sont là-dedans, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner... Des Ougandais, également des Rwandais, certains ont été explicités par le gouvernement. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Ok. Je pense que Kagame est aux abois. Et toute l'agitation qu'il est en train de faire avec les M23, c'est pour exciter certains Congolais en mal de positionnement, pour dire que bon, on est en train de conquérir les pays, ainsi de suite. J'ai dit même dans l'un de mes tweets, ok, je dis, aujourd'hui, le M23 est fixé, c'est-à-dire, il est dans des endroits répertoriés, connus. Pendant combien de temps le Rwanda va soutenir les M23 en approvisionnement
si le Rwanda ne sait plus sortir les matières premières vers le Rwanda pour les vendre, si le Rwanda ne sait plus, comment dirais-je, porter les armes et la nourriture pour soutenir les M23, alors le Rwanda est en train de vouloir faire des actions d'éclat, n'est-ce pas, pour impressionner, pour dire, bon voilà, il faut négocier vite, ainsi de suite, et comme ça, ils vont encore nous renvoyer des militaires dans notre armée pour atténuer notre puissance. Je pense personnellement que les Congolais doivent éviter de soutenir les M23, de soutenir les négociations et de soutenir Kagame, parce que ça ne fait pas l'affaire des Congolais. Ok. Quelqu'un m'a appelé pour dire, oui, le M23 va prendre Goma et puis après, ils vont remettre ça au Eastern African Community. Je dis, mais en quoi cela profite aux Congolais? Et vous, de l'opposition, vous êtes content avec ça. En quoi cela profite aux Congolais? Ce n'est pas un plan congolais, c'est un plan des gens qui ne sont pas des Congolais. Ok. Même si vous détestez le président Tshisekedi, mais posez-vous des questions. En quoi cela profite la République démocratique du Congo? Est-ce que ce qui se passe à l'Est n'interpelle pas le président Tshisekedi de ne pas être un diplomate, mais de se comporter comme un militaire, même si il ne l'est pas tout naturellement? Il fait justement la diplomatie. Parce que moi-même, j'avais suivi, j'ai fait dans le cadre de mes études en sciences politiques, j'avais suivi les procès que l'équipe de Kabila à l'époque, entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Le Rwanda avait un support, comment dirais-je, avait beaucoup de supporters, même à la Cour internationale de justice, où on avait tout simplement rejeté tous les arguments de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie du président Tshisekedi, les gens commencent à demander au Rwanda de quitter les Congo, n'est-ce pas? De sortir du Congo, d'arrêter de supporter les M23. De bonne volonté, mais sur terrain, les gens sont en train de périr. Oui, mais déjà la déclaration, c'est bon. À l'époque, il n'y avait même pas de déclaration. Et les gens périssaient. Vous n'allez pas me dire qu'à l'époque, les gens ne périssaient pas. En fait, tout ce qui avait été fait, c'est chaque fois que les Rwandais se sentaient en danger, les Rwandais réclamaient des négociations pour pouvoir se reposer, introduire ces espions dans notre armée, se réarmer et recommencer la guerre. Vous avez fait profil bas à la force régionale, mais les gens pensent que le président Tshisekedi a bradé le pays en acceptant cette force régionale sur les sols congolais, d'autant plus que les FARDC occupent la 8e place dans les classements des armées puissantes en Afrique. Écoutez, les FARDC, si les FARDC pouvaient à elles seules terminer cette guerre, je ne pense pas que le président Tshisekedi aurait voulu inviter une force d'interposition. Ok. Il faut considérer que les Eastern African Community Army, c'est une force d'interposition. Ok. Donc, il ne faut pas dire qu'il a bradé le pays. Nous sommes dans une communauté. Pourquoi la SADC n'a pas proposé son armée? Pourquoi la CAC n'a pas proposé son armée? S'ils savent faire des choses. Ok. Donc, aujourd'hui, les gens qui sont en train de s'agiter font du populisme. Parce qu'ils savent que la SADC, la CAC n'offrent pas ce que les EAC offrent. Et moi, je pense, je répète encore, pour moi, l'option d'adhérer à l'EAC, c'est une très bonne chose pour nos populations de l'Est qui font plus des échanges avec le pays de l'Est que le pays de l'Ouest. Ça, c'est un. Et que deuxièmement, moi, je dis, et je peux dire aujourd'hui, les forces régionales de Eastern African Community sont en train de jouer un grand rôle. Ok. Mais comme on dit, il faut éviter beaucoup de casualties. Les casualties, c'est quoi? Ce sont les morts d'hommes. Imaginez qu'il y ait 15 militaires kenyans qui tombent, ok, à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle sera l'opinion publique au Kenya? On peut arriver à circonscrire ces forces-là, n'est-ce pas? Et parce que ces forces sont en train de comprendre... Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ce qui se passe dans la partie Est? Hier, nous avons pris Kabila pour un diable. On a dit que c'était Kabila qui alimentait l'insécurité dans la partie Est. Kabila est parti, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Mais on a comme l'impression que rien n'a changé d'un seul iota. Donc, le problème est ailleurs.
Le problème, je fais une étude encore là-dessus où j'ai travaillé sur les casse-têtes sahéliens. Ok, ça veut dire, vous avez dans les Sahel, le Mali, les Burkina Faso et consorts, on a à peu près la même situation, même en République centrafricaine. Alors, j'ai identifié les causes des multiplications des groupes armés. La première chose, c'est déjà la pauvreté. Ok, dès que la population est pauvre, ok, la première chose, c'est la pauvreté. La deuxième chose, c'est l'inexistence de l'État dans les territoires concernés. La troisième chose, c'est la présence de anciennes forces démobilisées, n'est-ce pas? Les anciennes forces rebelles, djihadistes ou consorts dans les territoires. Et la dernière chose, c'est la présence d'une source lucrative. La source lucrative, ça peut être les coltans, l'or, les minéraux ou les routes d'évacuation, n'est-ce pas, des produits. Comme, et dans le Sahel par exemple, tous ces groupes djihadistes disent qu'ils sont en train de faire le djihad, mais non, ils ne font pas le djihad. Il y a les narcotrafiquants de l'Amérique latine qui viennent avec la drogue dans le côte de l'Afrique de l'Ouest, et ça passe par le route des Sahel, sécurisé par les soi-disant djihadistes, vers l'Europe. C'est ça qui paye la guerre. Ok. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a l'or, il y a les coltans, il y a les routes d'évacuation et consorts, contrôlés par ces mouvements qu'on appelle des mouvements d'autodéfense. Il n'y a pas la présence de l'État depuis Mobutu. Ce n'est pas quelque chose que Tshisekedi a créé. Il y a la pauvreté depuis Mobutu. Ok. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore adressé le problème de la pauvreté, le problème, comment dirais-je, de l'existence de l'État ou de la présence de l'État dans les territoires concernés, le problème du chômage des jeunes et des anciens combattants dans les territoires concernés et les contrôles de sources lucratives par l'État, on ne peut pas arrêter cette guerre. Il faut être de mauvaise foi. C'est pour ça que j'avais dit dans un space où j'étais, je dis le projet des 145 territoires du président Tshisekedi, c'est offre une solution à ces problèmes. Pourquoi? Parce que l'État, il y aura le retour de l'autorité de l'État dans les 145 territoires, il y aura les routes des dessertes agricoles, les gens peuvent produire, commencer à gagner de l'argent, ça évite le chômage, ça évite la pauvreté. Ok. Donc, quand les gens sont en train d'insister, et personne ne peut contredire ce que je dis sur le plan scientifique, aussi longtemps qu'il y aura cette pauvreté, cette inexistence de l'État, le chômage accru des jeunes et la présence des anciens rebelles, djihadistes ou consorts qui sont au chômage et des sources lucratives, il y aura toujours la guerre. Tshisekedi ne peut pas faire la magie avec ça. Et les gens qui disent que non, on peut mettre n'importe quel président de la République, si ces 4 problèmes ne sont pas encore résolus, il y aura toujours la guerre à l'est du pays, comme il y a toujours la guerre en République centrafricaine, comme il y a toujours la guerre au Burkina Faso, au Mali, quel que soit ce qu'on dit. Les Gomatraciens ont protesté contre la force régionale. Vous avez tweeté en disant que c'est un couple terroriste M23 Kagame. Vous étiez assez fort contre vos compatriotes? Non, moi je pense que c'est parce qu'ils sont manipulés. Je vais dire tout simplement que depuis que j'observe la scène politique congolaise, les politiciens sont forts à utiliser la misère de la population congolaise comme produit, comme leur seule marchandise. Vous vous rendez compte? Il faut dire la vérité aux Congolais, que c'est un problème qui date depuis longtemps. La pauvreté des Congolais, n'est-ce pas? L'inexistence de l'État. Il y a des régions, il y a des territoires, il y a des localités où vous ne trouvez même pas la police à 100 km. N'est-ce pas? Qui protège ces territoires-là depuis ces temps-ci? Et vous avez toutes ces rébellions. Quand est-ce que l'insécurité a réellement commencé à l'est du pays? C'est en 1994. Quand les FDLR et consorts sont entrés avec armes, munitions et consorts en République démocratique du Congo. N'est-ce pas? Et qu'il y a eu le boom du coltan, il y a eu le boom de l'or, il y a eu le boom de tout ceci. Alors, quand les politiciens ne savent pas dire clairement aux Congolais que
voici les causes de cette guerre. Quand ils disent que la cause de cette guerre, ce sont les négociations secrètes du président Tshisekedi avec Kagame, c'est faux. On va dire que la cause de la guerre dans le Sahel, ce sont les négociations secrètes entre l'actuel président et, je ne sais pas moi, le président de l'Algérie. Ou on peut dire que la cause de la guerre en République centrafricaine, ce sont des négociations secrètes entre le président centrafricain et le président tchadien. C'est faux. Ok. Donc, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Et que dire, voici une des solutions. Une des solutions, c'est le retour de l'autorité de l'État dans les régions concernées. C'est le contrôle par l'État des ressources lucratives, n'est-ce pas? C'est l'absorption des anciens combattants et des jeunes dans des emplois rémunérateurs. Vous vous rendez compte? Ça, ce sont des solutions que nous devons trouver. Mais dire que non, c'est un contrat que Tshisekedi a signé avec Kagame, tout ça, c'est des mensonges et c'est ça qu'on appelle des raccourcis. Et des raccourcis comme ça ne font pas honneur aux gens qui disent qu'ils font la politique. Parce que quand on fait la politique, on doit identifier le vrai problème pour les adresser. Ok? Parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait peur que quelqu'un qui prétend devenir président de la République demain dise que la guerre à l'est du pays ou l'instabilité à l'est du pays, ce sont les mauvais accords que le président Tshisekedi a signés. Ça veut dire que s'il devenait président de la République demain, il va chercher peut-être des accords qui n'existent pas et il ne va pas résoudre le problème. N'est-ce pas? Parce qu'il a identifié, il a mal identifié les problèmes. Les problèmes sont là. Et c'est le problème que le président Tshisekedi essaye de résoudre dans son projet de 145 territoires. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils n'ont même pas lu. Le président Tshisekedi est à la hauteur des tâches qu'ils sont données. Écoutez, dès l'instant où moi je ne suis pas dans le gouvernement Tshisekedi, je ne l'ai jamais rencontré, même pas les gens de l'IDPS comme les gens le pensent. Mais quand j'observe les choses, je sais que les causes de la guerre à l'est du pays, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est les contrôles par les groupes armés des sources lucratives et consorts. Et un président sort un projet comme celui de 145 territoires, je dis, ah bon, il réfléchit. Ok. Parce que, avec ça, il y aura le retour de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Avec ça, les gens peuvent produire l'agriculture et puis il y a des routes de dessert agricole. Les gens peuvent avoir une police qui les protège dans le cadre de, comment dirais-je, de la sécurité collective. Les gens peuvent se faire soigner dans les centres de santé et envoyer leurs enfants. Même Kabila avait des bons projets. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que, comme je disais à quelqu'un hier, avoir des projets et sortir de l'argent pour... Parce que les gens disent le président Tshisekedi fait des promesses. Une promesse qui est déjà matérialisée par une sortie d'argent n'est plus une promesse. Il y a un acte. Ok. Le projet de 100 jours, il y a eu de l'argent qui était sorti. On peut dire qu'il y a eu des problèmes dans l'exécution. Mais ce n'était pas une promesse en l'air. Ça, c'est un goût amer au Kino, il ne faut pas les rappeler cette histoire qui fait Non. Parce qu'en fait, il ne faut pas tout faire tomber sur une personne. Le président Tshisekedi, ce n'est qu'une institution parmi les 4 institutions de la République. Ok, chacun doit jouer son rôle, n'est-ce pas? On parle de promesses, mais 145 territoires, ce n'est plus une promesse parce que l'argent est sorti. Il faut maintenant l'exécution, il faut suivre, ok? Et chacun doit jouer son rôle. Quand par exemple je vois qu'il y a eu des détournements de l'ordre de 70% de l'argent qui était sorti pour le projet de 145 territoires, vous pensez que c'est le président Tshisekedi lui-même qui est allé détourner cet argent? Non, ce sont les Congolais, n'est-ce pas? Et donc, il est question aujourd'hui d'appuyer, que l'on soit des partis politiques ou consorts, de bien identifier les problèmes. Comme ça, quand on a bien identifié les problèmes, on sait proposer des solutions. Ok? Quand on prétend être politicien président de la République demain et on dit de façon péremptoire que l'insécurité que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, c'est à cause des mauvais accords de Tshisekedi, ça, je me pose la question, si une personne qui fait de telles déclarations peut un jour devenir président de la République ou même jouer un rôle
politique dans la mise en place de la sécurité collective et du bien commun des Congolais. Élection en 2023, le président Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Pensez-vous qu'il mériterait un second mandat? Bon, avec tout ce que je viens de dire ici, moi je pense qu'il mérite un second mandat. Ok. Un, il est déjà aux affaires, il a déjà identifié les problèmes et il est en train de proposer des solutions claires. Ok. La première solution claire par rapport à l'insécurité, par rapport à la pauvreté, c'est déjà le projet de 145 territoires. Qu'il doit continuer, qu'il doit terminer. Et les Congolais doivent appuyer ces projets-là, parce qu'il est bon pour la République démocratique du Congo. Deuxième chose, le fait que sur le plan diplomatique, sur le plan international, les gens commencent à condamner Kagame ouvertement, c'est une bonne chose. Et toutes ces choses ne doivent pas s'arrêter en cours de route parce qu'il n'est pas certain que la personne qui va remplacer le président Tshisekedi sera dans la même direction. Et c'est là, personne ne veut investir dans l'incertitude. Et je pense qu'il est plus certain d'avancer avec le président Tshisekedi en voyant les projets qu'il a mis en place, les actes qu'il a posés et dire, eh bien, qu'il termine ça. Voilà. La centrale électorale est en train d'enrôler les Congolais. Il y a le PPRD qui s'est déclaré non partant à ces processus d'enrôlement. C'est pas une sorte de parodie d'élection qui pointe à l'horizon quand on voit un camp qui n'est pas aussi le moindre dire être non partant au regard de certaines réalités et qui n'ont pas été aussi arrangées déjà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les réformes ont des conséquences directes sur les gens qui en tiraient profit. Moi-même, j'étais candidat en 2018. On avait longuement discuté sur la machine à voter. On avait longuement discuté sur le processus électoral. Si les gens du PPRD étaient aussi sérieux, respectueux de la Constitution, pourquoi les élections ont été organisées en 2018? Alors que les élections devaient être organisées en 2016. Ça, c'est déjà la première question. Ok, ça veut dire qu'ils n'ont jamais respecté la Constitution. Deuxièmement, pourquoi on n'a pas utilisé les empreintes digitales des gens comme clé de discrimination? Pourquoi on utilisait la carte? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le système d'enrôlement a été chaotique, accepté par le président de la CENI lui-même, Corneille Nangaa, qui avait dit aux diplomates, et même les gens qui sont devenus opposants aujourd'hui le savent parce qu'on était ensemble quand le diplomate nous avait dit ça, les gens qui enrôlaient ne pouvaient pas permettre aux Congolais de mettre leurs empreintes, ils mettaient leurs propres empreintes. Et on s'est retrouvé avec 6 000 empreintes, 15 000 empreintes d'une seule personne. Ok. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas aller aux élections sans le contrôle de la machine à voter. Ce n'est pas que parce que le processus est mal organisé, parce que ce qu'eux-mêmes ont organisé a été chaotique, mais les problèmes, ils sont beaucoup plus sûrs d'aller aux élections avec la machine à voter. Et tout ça, ce sont des faux fouillants. Mais moi, je profite ici pour lancer un message. J'ai toujours dit que la plus grande réussite du président Kabila, c'est la passation pacifique du pouvoir. Ok. Et donc, s'il veut garder cet héritage politique, n'est-ce pas, il doit continuer à soutenir l'organisation dans les délais des élections et la passation pacifique du pouvoir pour que le Congolais puisse croire en la démocratie et qu'ils jouent leur rôle. Vouloir aujourd'hui bloquer le processus électoral parce qu'on ne contrôle pas la machine à voter comme on l'a contrôlé en 2018, ça bloque justement cette passation pacifique du pouvoir. Je crois que le PPRD ferait mieux de profiter, de s'enrôler, comme ils disent qu'ils sont populaires, comme ils disent qu'ils étaient majoritaires au Parlement en 2018, eh bien, la popularité ne va pas disparaître après 4 ans. Donc, ils ont toujours la possibilité de gagner. Aurons-nous des très bonnes élections en décembre? D'après vous, d'après vos analyses, étant donné que vous êtes également un scientifique détail, quand vous regardez ce qui se passe sur le terrain, à quoi monte, ça ne va pas pour ne pas revenir sur ce qui se passe à l'Est. Certains commencent même à se demander, mais il faudrait quand même résoudre d'abord la problématique de l'Est avant d'aller aux élections. Nous sommes allés aux élections avec 4 territoires
ou 4 provinces ou 3 provinces qui n'avaient pas voté. Vous vous rappelez? Les Maïndombe, Beni et consorts. Donc on n'était pas parti aux élections. Non, on n'était pas parti aux élections en 2018 avec l'ensemble du territoire congolais. Ok. Donc ce n'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Et les gens ne peuvent pas nous dire que non, c'est nouveau, ça n'arrive qu'avec Tshisekedi. Et on a enlevé ces circonscriptions électorales une semaine avant les élections. Alors que la Constitution et même la loi électorale disent que la circonscription du candidat président de la République, c'est le territoire national. N'est-ce pas? Nous autres, on a été privés de certaines parties du territoire national. Où était le respect de la loi? N'est-ce pas? Ils ont invoqué des raisons de sécurité pour pouvoir saboter la loi. Alors, quand des gens qui ont fait des choses comme ça, je ne vais pas revenir, je ne vais pas être dans cette polémique de PPRD, IDPS et tout. Je veux tout simplement que les gens soient logiques. Qu'on identifie les choses de façon normale. Ok. Au nom de la sécurité, au nom de l'Ebola, de la sécurité des populations et consorts, il y a des circonscriptions à l'Est et dans les Maïndombe qui n'étaient pas considérées dans le processus électoral de 2018. Oui ou non? Alors, pourquoi on veut faire comme si c'est un nouveau cas qui arrive, qu'on ait des élections en République démocratique du Congo sans certaines circonscriptions? Ce n'est pas un nouveau cas. Vous serez candidat cette fois-ci? Non, je ne serai pas candidat, je l'ai déjà dit. J'ai eu le temps de réfléchir et de dire que je vais me concentrer à faire ce que je sais faire le mieux. Moi, je suis un adepte de Adam Smith. Je suis dans les affaires. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique depuis que je suis né. Je n'ai même jamais tenté de former un. Ah, vous n'êtes pas de l'IDPS? Non, pas du tout. Ok. Et je pense que je vais rester à développer les affaires, à faire à ce que les investisseurs viennent en République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Et à travailler, peut-être à collaborer avec le gouvernement pour arranger le climat d'affaires. Parce que c'est normal que les gens qui ont toujours vécu de la misère de la population congolaise puissent s'opposer aux gens qui veulent finalement combattre cette misère au travers des bons investissements, de la création de l'emploi, parce que nous avons la stabilité politique qui nous permet de faire cela. C'est normal que les gens, comme je dis toujours, les gens, les Congolais, certains Congolais sont féconds dans leur imagination. Mais qui vous a convaincu de ne pas être candidat en lice quand on voit bien Katumbi, qui est un entrepreneur autant que vous, qui a accepté d'aller sauver le pays qui est en danger? Il était clair, il a dit que le pays est en danger, qu'il fallait le sauver. Écoutez, je ne vais pas parler de Katumbi. Ok? Je ne vais pas parler de Katumbi. Chacun est libre d'être candidat. S'il pense que le pays est en danger et qu'il va le sauver, c'est bien. Moi, je pense autre chose. Moi, je pense que le pays est entre les bonnes mains et le pays a besoin des investisseurs pour les développer. Voilà. Investir en RDC, le président Tshisekedi a dit qu'il est prêt à faire des accords gagnant-gagnant. C'est une de ses déclarations à Indaba Mining. Vous pensez que ce qu'il a dit, ça valait sa peine du moment où, sur le terrain, personne ne voudrait venir par rapport au climat qui se détériore du jour au lendemain avec ce qui se passe dans la partie orientale? Ce n'est pas le problème de la partie orientale qui pose le problème d'investissement en République démocratique du Congo. C'est la relation que les Congolais ont avec l'argent. Vous vous rendez compte? En République démocratique du Congo, on pense que demander aux investisseurs de venir investir, c'est de les escroquer. Non, ce n'est pas comme ça. Quand un investisseur vient investir, la première chose qu'il veut, c'est de faire le profit. Ok? C'est-à-dire, il minimise ses investissements, il sécurise ses investissements et il fait beaucoup d'argent. Alors, beaucoup de Congolais que j'ai vus, que ce soit ici ou à l'étranger, ils pensent qu'ils font une faveur aux investisseurs quand ils viennent en République démocratique du Congo. Et ces investisseurs doivent payer ces faveurs-là, même s'ils n'ont pas encore vu comment ils vont faire des profits. Ah, les pas de porte, $10 000, $200 000 pour que tu rencontres tel ministre et qu'on soit. Mais en fait,
le rôle de l'État, c'est de pouvoir justement mettre des conditions pour que les gens puissent venir investir en République démocratique du Congo. Parce que c'est quoi? Quand vous regardez, il y a 3 choses très importantes. Ce qu'on appelle les investissements étrangers directs et les exportations. Comme la République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique, en dehors des mines, en dehors de tout ceci, on peut être un bon hub logistique, n'est-ce pas? C'est-à-dire un point de passage entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Mais il faut qu'on enlève de notre tête ce souci de vouloir s'enrichir trop vite. Parce que c'est ce souci de vouloir s'enrichir trop vite qui crée des problèmes. Nous tous, nous avons beaucoup de gens qui veulent investir en République démocratique du Congo. Nous investissons ensemble en Guinée-Conakry, au Soudan et ceci. Mais pourquoi les gens ne viennent pas en République démocratique du Congo? Question, pourquoi ils ne viennent pas? Oui, pourquoi les gens ne viennent pas? C'est à cause de la rapacité des Congolais. Ok? Les Congolais ne tiennent pas compte du fait que les investisseurs veulent aller là où ils vont faire beaucoup de profits. Ce n'est pas là où ils vont dépenser beaucoup d'argent. On avait levé des fonds, je vais vous donner un exemple, pour faire un système de distribution solaire décentralisé au Zimbabwe, sur la place boursière de Hong Kong, 300 millions de dollars, n'est-ce pas? Alors, on arrive au Zimbabwe, quel était le problème? Pourquoi on a sorti nos investissements de là? Parce que vous ne pouvez pas sortir vos profits des Zimbabwe vers l'étranger. Mais vous n'êtes pas venu au Zimbabwe pour venir dépenser tout votre argent. Vous vous rendez compte? Voilà, il faut qu'on se pose des questions claires. Le problème en République démocratique du Congo, c'est un problème de rapacité des Congolais. Mais comment faire pour résoudre? Mais justement, ces problèmes? Il faut appliquer la loi. Ok, il faut appliquer la loi et il faut, bon, je vis, il y a l'agence comme l'agence de lutte contre la corruption. Contre la corruption. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les réalisations de cette agence contre la corruption, mais il y a moyen de collaborer. C'est là où la société civile doit insister. Vous vous rendez compte? La société civile doit accompagner toutes ces agences-là et leur demander des comptes. Parce que aussi longtemps que toute personne qui touche à un poste de responsabilité est pressé de pouvoir gagner de l'argent malhonnêtement, il n'est pas en train de jouer le rôle altruiste dont parle Aristote de l'État. Ça veut dire assurer la sécurité collective. Est-ce que vous êtes victime de ce que vous dites? Oui, absolument. J'ai rencontré beaucoup de gens. Même quand ils vous mettent en contact avec une autorité, vous devez payer 3000 $, vous doivent demander, ils appellent ça les pas de porte. Ok. Je ne sais pas si les... Sous l'ère Tshisekedi, vous avez essayé avec des projets qui ont... Ça n'a pas changé. Les pas de porte n'ont pas encore changé. Les pas de porte n'ont pas encore changé. C'est une révélation. Non, ce n'est pas une révélation, tout le monde le sait. Les pas de porte n'ont pas encore changé. Les mêmes pratiques sont toujours là. Les mêmes pratiques sont toujours là. Ok, les mêmes pratiques sont toujours là. Le problème, c'est l'homme congolais. Je discutais avec un jeune homme qui disait, oui, la gouvernance de Tshisekedi est très mauvaise, on n'a jamais assisté à une gouvernance comme celle-là. Je lui avais dit, quand Mobutu avait fait la zaïrianisation et qu'elle a échoué totalement, est-ce que c'était Tshisekedi qui était au pouvoir? Quand Mzee Laurent Désiré Kabila avait construit le comité de pouvoir populaire et que ça avait échoué complètement, est-ce que c'est Tshisekedi qui était au pouvoir? Quand Kabila a fait les contrats chinois de 8 milliards où on devait construire les écoles et consorts, et que ça a échoué complètement, est-ce que c'est Tshisekedi qui était au pouvoir? Il y a un problème de l'homme congolais. Daniel Shekomba, acteur politique et entrepreneur de la République démocratique du Congo, merci d'être passé. Un dernier mot? Non, merci beaucoup. Moi, tout ce que je peux dire, c'est... On ne peut pas monnayer son soutien à la République. Ok. Et toute personne qui pense que, bon, Alain Shekomba fait ses déclarations parce qu'il est allé voir le président Tshisekedi, je ne l'ai jamais vu. Vous êtes Congolais, vous pouvez les voir, c'est pas aussi un problème. Oui, non, mais je dis encore, je ne l'ai jamais vu. Et je n'ai pas besoin qu'il puisse me payer, n'est-ce pas, pour que je puisse soutenir la République démocratique du Congo. Je n'ai pas besoin qu'il puisse me corrompre
pour que je puisse travailler dans le sens de réduire la misère de la population congolaise avec lui, n'est-ce pas? Parce que ça fait longtemps que ça dure. Ok, donc ça c'est mon dernier mot. Les restes, tout ce que les gens racontent, il n'y a pas de politique claire ou consort, ce sont des fables. Parce que le fable pour moi, c'est quand on raconte une histoire dont on n'a pas de support certifié, n'est-ce pas? Où on peut démontrer en disant, ben voilà, sur base de telles données, de tel événement qu'on peut situer dans le temps et dans l'espace, il y a ceci, il y a cela. Alors, merci d'avoir répondu infiniment à nos questions. Ok, je vous en prie. Ça n'est fini. Merci de nous retrouver très prochainement avec notre invité. À tous et à tous, à très bientôt.